Quand l'argent manque, c'est pas seulement une question de chiffres sur ton compte. C'est une ambiance mentale qui s'installe. Une sorte de brouillard invisible qui enveloppe ta vision, tes décisions, ton estime. Ce brouillard t'empêche de voir au-delà de l'urgence. Tu penses court terme, survie, solution rapide. Tu te lèves le matin, non pas pour créer ou avancer, mais pour combler un trou. Un trou dans tes finances, oui, mais aussi un trou dans ta confiance. Parce qu'à force de vivre avec le vide, tu commences à douter de toi, de ta valeur, de tes capacités. Et sans t'en rendre compte, tu glisses dans un mode de fonctionnement qui épuise ton énergie vitale. Ce qui rend ce piège si dangereux, c'est qu'il est progressif. Il ne frappe pas d'un coup. Non, il s'installe doucement. Il commence avec une dépense qu'on ne peut pas faire, une opportunité qu'on laisse passer, une idée qu'on enterre parce qu'elle semble trop ambitieuse. Puis viennent les « je ne peux pas me le permettre »,« les « c'est pas pour moi », les « je verrai plus tard ». Et au fil du temps, ces petites phrases deviennent une vérité. Une vérité limitante qui te suit partout. Dans tes relations, dans ton travail, dans ta façon de parler de toi-même. Tu ne vis plus, tu gères, tu limites, tu réduis. Le manque crée aussi un climat émotionnel particulier. Tu te sens constamment sous tension. Une tension sourde, permanente. Tu as fleur de peau, hypersensible à tout ce qui touche à l'argent, à la réussite, au regard des autres. Tu ressens de la honte, parfois même de la culpabilité. Et au lieu de te concentrer sur ce que tu peux construire, tu gaspilles ton énergie à cacher ta réalité, à faire semblant, à porter un masque. Ce poids psychologique devient plus lourd que le manque lui-même. Parce que le vrai problème, c'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est que tu te définis à travers ce vide, et pendant ce temps-là, tu oublies une chose essentielle. Le manque, aussi oppressant soit-il, n'est pas ton identité. C'est un état temporaire. Mais si tu fais rien, il peut devenir une mentalité. Et cette mentalité, elle t'empêche de voir les portes qui s'ouvrent, les idées qui émergent, les forces que tu possèdes déjà. C'est ça, le piège invisible du manque. Il te fait croire que tu es pauvre dans ta tête bien avant de l'être dans ta vie. Leçon 1, la pauvreté engendre la pauvreté. La pauvreté ne se limite pas à un manque d'argent. Elle est un langage, une posture, une apparence, une énergie que le monde perçoit, juge et sanctionne. Dans notre société, il existe un racisme silencieux mais d'une violence extrême. Le racisme anti-pauvre. C'est un rejet profond et quotidien, souvent inconscient, exercé à l'encontre de celles et ceux qui portent les signes extérieurs de la précarité. Le plus tragique, c'est que ce rejet ne se manifeste pas uniquement dans les hautes sphères de la société, il est partout, dans les entretiens d'embauche, dans les regards, dans les commerces, dans les services publics, dans les prises de parole, dans la manière même dont on écoute ou ignore une personne. Plus tu ressembles à ce que la société appelle un pauvre, plus on te traite comme un citoyen de seconde zone. Et ce traitement, injuste et humiliant, finit par modeler ta propre perception de toi-même. On t'attribue une place, et sans même t'en rendre compte, tu finis par l'accepter. Mais ce qui est encore plus dur à avaler, c'est que ce racisme-là est souvent déguisé en bon sens. On te dira de faire des efforts, de bien parler, de mieux t'habiller, comme si ta valeur dépendait uniquement de ta capacité à te conformer. Et pourtant, même si ce système est profondément injuste, il faut avoir l'humilité de le comprendre pour mieux le contourner. Il ne s'agit pas de renier qui tu es, ni d'avoir honte de tes origines. Il s'agit de reconnaître que la pauvreté n'est pas seulement une condition, c'est aussi une étiquette sociale. Une image que les autres te collent et que tu peux choisir de décoller. C'est pas juste ta façon de vivre qui compte, c'est la manière dont tu te présentes au monde. Changer ton langage, ton apparence, ta manière de te tenir, ce n'est pas te trahir, c'est t'armer. Car le monde professionnel, les affaires, les opportunités, gravitent autour de codes invisibles, et plus tu maîtrises ces codes, plus tu as de pouvoir. Le racisme anti-noir, anti-arabe ou anti-système, tu ne pourras peut-être jamais l'effacer totalement, car il est basé sur ce que tu es. Mais le racisme anti-pauvre, tu peux le désamorcer, parce qu'il est basé sur ce que tu montres. À partir du moment où tu changes les signaux que tu envoies, le regard qu'on te porte commence à changer. C'est injuste, c'est dur à accepter, mais c'est une réalité stratégique qu'il faut intégrer si tu veux progresser dans ce monde tel qu'il est, et non pas tel qu'il devrait être. C'est pas un reniement, c'est un positionnement. Et ce positionnement peut tout changer. Il y a un moment dans la vie où tu dois te poser une question simple, est-ce que je veux rester fidèle à ce que j'ai toujours été, ou est-ce que je suis prêt à devenir ce que je peux être? Pour beaucoup de gens issus de milieux modestes, l'identité est fortement liée à la manière de parler, de s'habiller, de se comporter.
Utiliser l'argot du quartier, porter les mêmes marques que ses potes, suivre les mêmes codes, c'est parfois une manière de se sentir appartenir à quelque chose, de revendiquer une histoire. Mais à un moment donné, il faut avoir le courage d'admettre que ces codes ne te mèneront pas là où tu veux aller. Quand j'étais plus jeune, j'étais convaincu que parler comme un mec du quartier me donnait du style, de la crédibilité, une forme de respect, mais cette crédibilité était limitée à un micro-univers. Dans le monde du business, dans celui de l'argent, de la négociation, de la stratégie, cette façon de s'exprimer devenait un handicap. Les mots que tu utilises sont une vitrine de ta pensée. Et quand tu parles comme une racaille, même si tu as des idées brillantes, on ne les entend pas. Parce qu'avant de t'écouter, les gens te jugent. C'est injuste, encore une fois, mais c'est le monde tel qu'il est. Apprendre à bien parler, à articuler, à enrichir son vocabulaire, c'est pas une trahison de tes origines, c'est une élévation de ton potentiel. Pareil pour ton apparence. Si tu te présentes devant un client, un investisseur ou même un inconnu en jogging sale, capuche et basket fluo, tu seras perçu d'une certaine manière. Mais si tu te tiens droit, que tu es propre, habillé sobrement, même sans luxe, tu inspires autre chose. Et cette autre chose, c'est de la confiance. C'est la première monnaie que tu dois gagner si tu veux un jour devenir riche. Mais il n'y a pas que le langage et l'apparence. Il y a aussi les modèles que tu choisis d'admirer. Quand on vient de la pauvreté, nos héros sont souvent des rappeurs, des footballeurs, des figures de la réussite éclatante et rapide. Mais sauf si tu vises exactement la même voie, ce sont de mauvais rôles modèles. Le cerveau apprend par imitation. Si tu veux devenir entrepreneur, businessman, investisseur, tu dois t'inspirer de gens qui ont réussi dans ces domaines-là. Des personnes comme Xavier Niel, Elon Musk, Satya Nadella, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils incarnent des schémas de réussite réplicables. Ils ont commencé petits, ils ont travaillé leur vision, leur mentalité, leur discipline, ils ont pensé long terme, ils sont humbles, déterminés et stratégiques. Et surtout, ils sont cohérents avec le chemin que toi, tu veux emprunter. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois arrêter de prendre conseil auprès de gens qui sont toujours enfermés, peu importe qu'ils soient bien intentionnés. L'amour ne fait pas la compétence. Tes parents, tes amis, ton entourage te donneront des conseils sincères, mais totalement inefficaces, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et c'est une des plus grandes chaînes de la pauvreté. On répète ce que les autres font autour de nous sans se rendre compte qu'ils ne vont nulle part. Si tu veux une vie différente, tu dois penser différemment, parler différemment, agir différemment. C'est pas un rejet de ton passé, c'est une responsabilité vis-à-vis de ton avenir. L'un des pièges les plus sous-estimés de la pauvreté, c'est l'environnement mental dans lequel elle t'enferme. Parce qu'être pauvre, ce n'est pas seulement manquer d'argent, c'est vivre dans un monde où les ambitions sont limitées, où les rêves sont rabaissés, où la normalité, c'est la survie. Et si tu restes enfermé dans ce décor mental, tu finis par croire que c'est ça, la vie. Tu finis par penser que c'est normal d'avoir du mal à boucler les fins de mois, normal de vivre au jour le jour, normal de ne pas avoir de vision à long terme. Et surtout, tu crois que c'est impossible de sortir de là. Tu absorbes les croyances de ton entourage. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont tous des voleurs. On n'est pas fait pour réussir. On va se contenter de ce qu'on a. Ces phrases deviennent tes murs invisibles. Tu ne les remets même plus en question. Elles font partie du décor. Mais si tu veux devenir libre, vraiment libre, tu dois commencer par remettre en cause tout ce décor. Tu dois prendre conscience que la pauvreté est un héritage psychologique et culturel autant qu'économique. Et que l'un des moyens les plus puissants pour t'en libérer, c'est de changer tes références. Quand tu vis entouré de gens qui ne parlent jamais d'investissement, de croissance personnelle, d'indépendance financière, tu finis par ne même pas y penser. C'est pour ça que tu dois volontairement t'exposer à d'autres discours. Tu dois lire des livres que personne ne lit autour de toi. Écouter des podcasts, regarder des vidéos, suivre des gens qui parlent un autre langage, non pas pour fuir ta réalité, mais pour élargir ta vision. Ce que tu consommes mentalement chaque jour devient ton plafond ou ton tremplin. Tu dois également arrêter de sacraliser les figures issues du divertissement comme si elles représentaient le sommet de la réussite. Ce n'est pas parce qu'un rappeur ou un footballeur a percé que son parcours est duplicable. L'immense majorité de ceux qui ont tenté ces voies n'ont jamais rien gagné. C'est une loterie, pas une stratégie. Si tu veux que ta réussite soit prévisible, tu dois t'inspirer de modèles que tu peux réellement étudier, comprendre et adapter à ton propre parcours. Et pour ça, il faut avoir le courage de désacraliser certains héros populaires qui n'ont rien à t'apprendre sur le plan de la rigueur, de la gestion ou du business. Entoure-toi même virtuellement de personnes qui te tirent vers le haut, pas de celles qui te disent que c'est impossible. Tu n'as pas à mépriser ton entourage ni à renier tes origines. Mais tu dois comprendre que si tu continues à boire l'eau du même puits, tu auras toujours la même soif. Le changement commence quand tu changes ce que tu regardes, ce que tu écoutes et à qui tu prêtes ta confiance.
car au fond, ce n'est pas la pauvreté qui te retient, ce sont les repères qui l'entretiennent. Leçon 2. Faire moins de choses. On vit dans une époque où l'on glorifie la productivité jusqu'à l'absurde. Plus tu fais de choses, plus tu sembles avancer. On t'encourage à être multitâche, à remplir tes journées de to-do list interminables, à lire 5 livres en même temps, à lancer 3 projets différents tout en développant ton personal branding et ton réseau. Et pourtant, cette approche mène, dans l'immense majorité des cas, à l'échec. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que tu t'étires dans toutes les directions, sans aller nulle part. Trop vouloir faire, c'est comme essayer de creuser 10 puits à la fois avec la même pelle. Tu vas peut-être transpirer, t'épuiser, te donner à fond, mais tu n'atteindras jamais l'eau. L'une des premières vérités qu'on apprend avec l'expérience, c'est que la réussite ne dépend pas de la quantité de choses que tu fais, mais de ta capacité à te concentrer sur ce qui compte vraiment. Et cette capacité est rare. Elle demande du courage, parce qu'elle t'oblige à dire non à 1000 possibilités pour dire oui à une seule. Elle te force à faire des choix tranchants, à renoncer à la dispersion, à résister à l'illusion de l'efficacité. Quand tu débutes dans un projet, que tu pars de zéro, ton énergie est limitée. Ton temps, encore plus. Tu peux pas te permettre de le gaspiller en pensant que tout est urgent, que tout est prioritaire. C'est une erreur fatale. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui font le plus de choses. Ce sont ceux qui identifient la bonne chose à faire et qui s'y tiennent jusqu'à obtenir un résultat concret. Dans un monde qui célèbre la vitesse, le vrai pouvoir, c'est la sélection. Faire moins, mais mieux. Avancer moins vite, mais dans la bonne direction. Tu veux peut-être tout lancer en même temps, mais tu dois comprendre que cette envie d'en faire trop vient souvent d'un manque de clarté intérieure. On cherche à tout faire quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Résultat, on s'éparpille, on perd confiance et on finit par abandonner. La solution, c'est de simplifier, d'oser couper dans le bruit, de choisir un seul objectif et d'y mettre toute ton attention. T'as pas besoin de plus de motivation, t'as besoin de moins de distractions. C'est là que commence la vraie maîtrise. Dans un monde saturé de distractions, la capacité à concentrer son attention devient une arme rare et puissante. C'est là qu'intervient la règle du 90. 10, elle est simple mais redoutablement efficace. Consacre les 90 premières minutes de ta journée à la seule tâche qui compte vraiment. Celle qui, à elle seule, te rapproche le plus de ton objectif principal. Le reste peut attendre. Cette approche est tirée d'un principe fondamental que beaucoup ignorent. Toutes les tâches ne se valent pas. Dans tout ce que tu pourrais faire aujourd'hui, il y a une seule qui aura un impact démesuré si tu t'y consacres avec sérieux. Le problème, c'est que l'essentiel est souvent noyé sous l'urgent. Tu te lèves le matin, tu regardes tes messages, tu réponds à des notifications, tu fais des micro-tâches qui te donnent l'illusion d'être productif, mais tu n'avances sur rien de vraiment décisif. Et chaque jour, tu repousses ce qui pourrait tout changer. La règle du 90 vient casser ce schéma. Elle te force à faire ce qui est vraiment stratégique quand ton énergie mentale est au plus haut, avant que le bruit du quotidien ne te rattrape. Si ton objectif est de lancer une activité, les 90 premières minutes doivent être consacrées à trouver tes premiers clients, pas à perfectionner ton logo. Si tu veux écrire un livre, ces 90 minutes doivent être réservées à l'écriture, pas à répondre à des mails. Ce principe demande de la discipline, mais surtout du courage émotionnel. Parce que s'attaquer à la tâche clé, c'est aussi s'attaquer à ses peurs, à ses blocages, à sa résistance. On préfère souvent faire ce qui est confortable plutôt que ce qui est utile. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui tournent en rond, elle est là, pas dans le volume de travail, dans le choix du travail. Si tu appliques cette règle pendant un mois, sans tricher, tu seras stupéfait de voir à quel point ta vie peut basculer. La majorité de tes résultats viendront d'une minorité d'actions. Ta mission, c'est d'identifier cette minorité et de t'y tenir. Rien de plus, rien de moins. Le focus, c'est pas juste une belle idée. C'est pas un concept vague qu'on affiche sur des posters de motivation. Le vrai focus, celui qui produit des résultats concrets, demande un prix que peu de gens sont prêts à payer. Le sacrifice. Se concentrer pleinement sur une chose, c'est accepter de dire non à tout le reste. Et ce non n'est pas symbolique, il est réel, douloureux parfois, car il implique de renoncer à des choses qui te plaisent, qui t'amusent, voire qui te donnent l'illusion d'avancer. C'est renoncer à la gratification immédiate pour investir dans un résultat à long terme. C'est refuser une soirée entre amis pour continuer à apprendre une compétence. C'est repousser le lancement d'un side project séduisant pour rester focalisé sur ton projet principal. C'est aussi avoir l'humilité de reconnaître que tu ne peux pas tout faire en même temps. Et c'est dur, parce que tout autour de toi t'incite à la dispersion. Les réseaux sociaux te bombardent de 1000 idées de business, de hacks de productivité, de projets secondaires qui marchent vite.
Ton entourage, souvent, ne comprend pas pourquoi tu refuses certaines choses. Et au fond de toi, tu ressens une forme de frustration. Mais cette frustration est le signe que tu es sur le bon chemin. Car les résultats extraordinaires ne viennent jamais de gens qui font tout. Ils viennent de ceux qui font une seule chose avec une intensité que les autres n'osent pas soutenir. La vérité, c'est que chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, tu dis non à ton objectif principal. Et c'est ce non invisible qui te ralentit. Le focus, ce n'est pas faire mieux, c'est faire moins, mais plus fort. Et pour ça, il faut être capable de supporter le vide, de résister à l'envie de tout remplir. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui font preuve d'une rigueur radicale dans leur choix. Ils savent que chaque décision est un filtre, que chaque distraction est un poison lent. Et ils acceptent l'inconfort du sacrifice pour construire un confort durable. Le focus, c'est un engagement total. Et il commence quand tu arrêtes de vouloir tout faire à la fois. Leçon 3. Ne pas compter sur les études. On nous l'a répété dès l'enfance, martelé comme une vérité absolue. Fais de bonnes études, tu réussiras dans la vie. Pour beaucoup, ce mantra est devenu une sorte de refuge mental, une promesse rassurante. Et dans une certaine mesure, c'est vrai, les études peuvent t'éviter la misère, elles te donnent un minimum de sécurité, une place dans le système, un revenu stable, elles t'éloignent du chaos. Mais ce qu'on te dit jamais, c'est qu'elles ne te sortiront pas de la pauvreté mentale, sociale ou financière. Elles t'installent dans une zone intermédiaire, une sorte de survie confortable où tu gagnes juste assez pour pas couler, mais jamais assez pour vraiment respirer. Les diplômes sont comme un gilet de sauvetage. Utile pour ne pas se noyer, mais inutile pour apprendre à nager vers des horizons libres et ambitieux. Si tu veux gagner un 200 €, un 500 €, peut-être 2 € par mois, un diplôme suffira. Mais si tu veux sortir de la moyenne, créer de la richesse, vivre librement, c'est pas sur un bout de papier que tu dois compter, c'est sur toi. Ce qui te rendra riche, ce sont des compétences spécifiques, pratiques et rares. Et la vérité, c'est que ces compétences-là ne s'apprennent pas dans un amphithéâtre. Elles s'acquièrent dans l'action, dans l'expérience directe, dans la confrontation au réel. Il y a des milliers de gens brillants, diplômés, qui galèrent chaque mois. Et à côté d'eux, des autodidactes, sans le moindre bac JA en 5, qui construisent des empires à force de persévérance, de stratégie et d'apprentissage ciblé. L'université ne te forme pas à vendre, à négocier, à créer, à comprendre un marché, à t'adapter. Elle te forme à répéter, exécuter, valider des cases. C'est pas un crime, c'est juste une autre voie. Mais si tu veux être maître de ta vie, tu dois comprendre que les études ne sont pas une finalité, ce sont un tremplin, un point de départ tout au plus. C'est pas une attaque contre l'école, c'est un appel à la lucidité. Tu peux faire des études, mais tu ne dois pas t'endormir dessus. Tu dois apprendre à apprendre par toi-même, à sortir des sentiers battus, à identifier ce que le système ne t'enseignera jamais. Car le monde d'aujourd'hui ne récompense plus ceux qui savent réciter, mais ceux qui savent résoudre. Et cette compétence clé, tu ne l'auras pas avec un diplôme. Tu l'auras avec une posture intérieure. Celle de l'apprenti, libre, autonome et affamé. À partir du moment où tu comprends que les études ne suffisent pas, une autre vérité s'impose à toi. Tu dois te former toi-même, et ce choix, aussi simple qu'il paraisse, est ce qui sépare les esprits passifs des esprits libres. Se former par soi-même, c'est reprendre le contrôle. C'est ne plus attendre que le système te dise ce que tu dois apprendre. C'est identifier par toi-même les savoirs, les compétences, les outils qui te rapprochent concrètement de tes objectifs. Et surtout, c'est le faire à ton rythme, selon tes besoins réels, avec une liberté et une efficacité que l'école ne pourra jamais t'offrir. Parce que l'école est linéaire, figée, lente. La formation autonome, elle, est agile, rapide, réactive. Elle te permet de combler tes lacunes en temps réel, d'adapter tes apprentissages à ton environnement, de passer de la théorie à l'action sans délai. Dans le monde du business, du digital, de l'entrepreneuriat, ou même de la créativité, les plus grands experts sont rarement ceux qui ont les plus gros diplômes. Ce sont ceux qui ont eu la curiosité de sortir du cadre, d'apprendre par eux-mêmes, de se tromper, de recommencer, de comprendre en profondeur ce que les autres ne faisaient qu'effleurer. Aujourd'hui, tu as accès à plus de savoir en quelques clics qu'un étudiant en avait en plusieurs années il y a 20 ans. Tu peux apprendre à coder, à monter une entreprise, à vendre, à gérer ton argent, à faire du design, à créer du contenu, tout ça gratuitement ou pour quelques dizaines d'euros. Ce qui te manque, ce n'est pas l'information, c'est l'engagement. Car se former soi-même demande une posture mentale différente. Il faut être actif, exigeant, discipliné.
Il faut accepter d'être son propre professeur, mais aussi son propre élève, son propre examinateur, son propre juge. C'est une école de la responsabilité. Et dans cette école, les diplômes ne comptent pas. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de faire, pas ce que tu es censé savoir. La connaissance est du pouvoir. Mais la connaissance appliquée, c'est de la transformation. Et c'est cette transformation qui crée la richesse. Pas celle qu'on t'impose, celle que tu choisis. La majorité des compétences qui changent une vie ne s'apprennent pas à l'école. Elles se forgent sur le terrain, dans l'échec, dans la répétition, dans le réel. Ce sont des compétences pratiques, adaptatives et orientées résultats, exactement le contraire de ce que t'enseigne un programme scolaire figé. À l'école, on t'apprend à suivre des consignes, à réciter ce que tu as lu, à te conformer à un barème. Mais dans la vie, dans les affaires, dans le monde professionnel libre et compétitif, on attend de toi autre chose. Que tu saches prendre des décisions, résoudre des problèmes, influencer, créer, vendre, t'adapter rapidement. Or, ces aptitudes-là, personne ne les évalue avec des notes, on les reconnaît à leurs résultats. Tu peux avoir un master en communication et être incapable de capter l'attention d'un client. Tu peux sortir d'une grande école de commerce et paniquer à l'idée de faire une vente par téléphone. Tu peux connaître la théorie de la finance et ne jamais savoir gérer ton propre argent. Parce que les vraies compétences, celles qui font de toi une personne capable, autonome et puissante, naissent dans l'expérimentation, pas dans la mémorisation. Apprendre à gérer ton temps, à construire une routine qui te sert, à te faire respecter, à développer un mental solide, à rebondir après un échec, à convaincre, à te vendre, à apprendre vite. Voilà les véritables piliers d'une réussite durable. Et ce sont des savoirs que l'école ignore ou sous-estime totalement. C'est pas un défaut du système. C'est une limite structurelle. L'école ne peut pas tout apprendre, parce qu'elle est conçue pour produire des salariés, pas des stratèges. Elle forme à l'employabilité, rarement à l'indépendance. Donc si tu veux être libre, si tu veux bâtir quelque chose qui t'appartient, tu dois aller chercher ailleurs, dans les livres non scolaires, dans les mentors, dans les projets réels, dans les erreurs que tu oseras commettre. Les compétences qui te rendront riche, influent et libre ne sont pas sur les bancs de l'école. Elles sont à portée de main, mais hors des sentiers battus. Leçon 4. Devenir un cyborg digital. Il y a quelques années encore, les plus grandes différences entre les gens venaient de leur environnement, de leur réseau ou de leur niveau d'éducation. Aujourd'hui, la vraie fracture ne se fait plus entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Elle se fait entre ceux qui utilisent l'intelligence artificielle et ceux qui ne l'utilisent pas, car une nouvelle forme de pouvoir est née, celle d'avoir littéralement un cerveau augmenté à portée de clic. ChatGPT et les outils d'intelligence artificielle en général sont en train de redéfinir les règles du jeu. Pour celui qui sait s'en servir, c'est comme avoir un super pouvoir mental. C'est une extension de ton intelligence, de ta créativité, de ta stratégie. Tu peux t'en servir pour comprendre, pour apprendre, pour créer, pour décider. Il peut jouer le rôle de coach, de consultant, de mentor, d'assistant, de correcteur, de formateur, le tout en temps réel, 24h/24. Et ce qui est fou, c'est que ce pouvoir est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être riche, diplômé, ni expert en technologie. Il suffit de poser des questions, encore et encore, et de creuser avec patience et curiosité. Le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas encore intégré à quel point cet outil peut transformer leur quotidien. Ils le voient comme un gadget. Ils posent 2 ou 3 questions banales et abandonnent. Ils n'ont pas compris que l'IA n'est pas là pour faire à ta place, mais pour t'aider à aller plus vite, plus loin, plus clair. Quand tu l'utilises comme une prothèse mentale, comme un deuxième cerveau, tu entres dans une autre ligue. Tu gagnes des années de progression. Tu réduis les frictions mentales, tu élimines les blocages liés à la peur de ne pas savoir. L'IA ne remplace pas ton intelligence, elle l'élève, mais à condition que tu saches comment t'en servir. Et ça, c'est une compétence en soi. Ceux qui feront la différence dans les prochaines années, ce ne seront pas forcément les plus intelligents à la base, ce seront ceux qui auront compris comment se connecter intelligemment à l'intelligence artificielle. Et ça commence maintenant, avec un outil gratuit devant toi, prêt à répondre. À toi de décider si tu l'ignores ou si tu le transformes en ton arme secrète. Pour la plupart des gens, l'intelligence artificielle reste un concept lointain, un outil étrange qu'on utilise à l'occasion, presque par curiosité. Mais pour ceux qui ont compris sa puissance, l'IA est devenue un véritable partenaire de travail, un copilote silencieux mais redoutablement efficace. C'est pas juste un outil d'appoint, c'est un prolongement de ta capacité à penser, à produire, à avancer plus vite que jamais. Utilisée au quotidien,
Elle te permet d'économiser des heures de réflexion, de simplifier des tâches complexes, de débloquer des idées que tu n'aurais pas trouvées seul. Elle devient ton second cerveau, toujours disponible, toujours réactif, toujours prêt à t'aider à transformer tes pensées en résultats. Quand tu travailles sérieusement sur un projet, que ce soit créer un business, apprendre une compétence, bâtir une stratégie ou résoudre un problème, ne pas intégrer l'IA à ton processus, c'est comme refuser d'utiliser Internet en 2025. C'est une forme d'auto-sabotage lent. Aujourd'hui, quand je travaille sur mes projets, ChatGPT est ouvert en permanence. Il est là, en fond, pas pour penser à ma place, mais pour accélérer ma pensée. Quand j'ai une hésitation, je teste mes idées. Quand je manque de clarté, je demande des reformulations. Quand j'ai besoin d'une structure, d'un plan, d'un retour critique, je l'interroge. Et c'est cette interaction constante qui fait toute la différence. Ce qui prenait avant des jours de recherche et de comparaison prend aujourd'hui quelques minutes de dialogue intelligent. Ce que tu aurais mis des semaines à comprendre seul peut être débloqué en quelques échanges bien construits. Mais attention, pour en tirer de la valeur, tu dois apprendre à bien l'utiliser. Pas comme un gadget qu'on consulte en dilettante, mais comme un partenaire sérieux avec lequel tu construis une relation d'efficacité. Tu dois lui poser les bonnes questions, le challenger, approfondir. Plus tu l'utilises, plus tu affines ta façon de réfléchir, plus tu gagnes en autonomie. Et ça, c'est un avantage injuste que trop peu de gens saisissent. Ceux qui feront la différence demain ne seront pas ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui sauront collaborer intelligemment avec l'intelligence. L'IA ne remplace pas l'humain. Elle amplifie celui qui sait l'utiliser avec intention. Le plus grand frein à l'apprentissage aujourd'hui, c'est pas le manque d'accès à l'information, c'est le manque de curiosité. On s'habitue à ne pas savoir, on accepte de rester dans le flou, on garde des zones d'ombre dans notre esprit simplement parce qu'on ne prend pas l'habitude de poser des questions. Pourtant, l'époque dans laquelle on vit est une bénédiction pour ceux qui osent demander. En quelques secondes, tu peux avoir des réponses claires, argumentées, structurées, accessibles, 24 L'intelligence artificielle, si tu l'utilises comme un réflexe mental, devient l'équivalent d'un coach, d'un professeur, d'un guide que tu peux interroger à tout moment sans jugement, sans limite. Tu te poses une question sur ton projet, sur une compétence, sur une idée vague qui flotte dans ta tête, pose-la. Tu comprends pas un concept, tu veux reformuler une stratégie, tu veux comparer deux approches, demande. Chaque doute, chaque friction mentale, chaque incertitude peut devenir un point d'appui pour progresser. Mais encore faut-il que tu oses formuler la question. C'est un muscle à entraîner. La plupart des gens attendent des réponses de l'extérieur, mais ne prennent même pas la peine de clarifier leurs propres interrogations. C'est là que l'IA devient un outil extraordinaire. Elle t'oblige à penser, à structurer, à challenger tes propres idées. Elle te renvoie à toi-même, te pousse à creuser plus profond. Et plus tu l'utilises de manière active, plus tu deviens intelligent par ricochet, tu dépends plus des autres pour apprendre, tu n'attends plus que quelqu'un t'explique, tu deviens autonome, libre, capable de combler n'importe quel vide dans ta compréhension. Et cette liberté intellectuelle est l'un des plus grands leviers pour sortir de la pauvreté, du conditionnement, de la stagnation. Alors développe cette habitude simple et puissante. Dès qu'une question traverse ton esprit, pose-la. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, transforme chaque doute en apprentissage, chaque obstacle en opportunité de comprendre. C'est cette posture qui, jour après jour, t'élève et te rapproche de ce que tu veux vraiment devenir. Leçon 5, devenir un marketeur. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, l'idée la plus brillante, les compétences les plus solides. Si tu ne sais pas vendre, tu resteras invisible. Le marketing, c'est pas un détail secondaire réservé aux grandes entreprises ou aux influenceurs. C'est le cœur battant de toute réussite financière. Et pourtant, c'est l'une des compétences les plus négligées, notamment par ceux qui viennent de milieux modestes. On leur apprend à bien faire, pas à bien présenter. On leur apprend à travailler dur, pas à attirer l'attention, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le plus compétent qui gagne, c'est celui qui sait faire ressentir de la valeur. Le marketing, c'est précisément ça. L'art de transformer ce que tu sais faire en désir chez l'autre. C'est la capacité à capter l'attention, à comprendre les émotions, à formuler un message clair, impactant, qui pousse à l'action. Et c'est pour cette raison qu'il est directement lié à l'argent. Plus tu maîtrises le marketing, plus tu es capable de générer des revenus à volonté. Tu n'es plus dépendant d'un patron, d'un recruteur, d'un marché figé. Tu peux créer ta propre demande, proposer ta propre offre, capter ta propre audience. Tu deviens libre. Et cette liberté ne passe pas par la technique pure.
Elle passe par la capacité à comprendre comment pensent les autres, ce qu'ils ressentent, ce qui les bloque, ce qu'ils veulent profondément. C'est un jeu de psychologie autant que de stratégie. Le marketing, c'est pas manipuler, c'est communiquer avec justesse. C'est créer une connexion entre ce que tu as à offrir et ce que l'autre cherche à combler. Et cette compétence, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas réservée aux extravertis. Elle s'apprend, elle se travaille, elle se muscle avec le temps. Si tu veux t'enrichir, arrête de fuir le marketing. Embrasse-le, étudie-le, pratique-le. Parce qu'il n'existe pas de succès durable sans la capacité à vendre une idée, un message, un produit ou toi-même. La plus grande erreur que font les débutants en marketing, c'est de parler de leurs produits. Ils en vantent les caractéristiques, les fonctionnalités, les qualités techniques, comme si cela suffisait à convaincre quelqu'un d'acheter. Mais la vérité, c'est que les gens n'achètent pas un produit. Ils achètent la solution à un problème qu'ils ressentent profondément. Et pour pouvoir leur offrir cette solution, tu dois faire bien plus que leur parler, tu dois les comprendre mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. C'est là que réside le vrai pouvoir du marketing. Dans la capacité à formuler avec une précision chirurgicale ce que ton client pense, ressent, désire, sans même qu'il ait besoin de l'exprimer. Tu dois être capable de rentrer dans sa tête, de connaître ses douleurs, ses frustrations, ses rêves, ses peurs, ses blocages, et tu ne peux pas deviner ça tout seul. Tu dois aller sur le terrain, observer, écouter, poser des questions, lire entre les lignes. Le bon marketeur n'imagine pas ce que veut son client, il le découvre. Il le capte dans les silences, dans les objections, dans les hésitations. Et une fois qu'il a compris, il parle un langage que le client reconnaît instinctivement. Il ne décrit pas un produit. Il décrit une transformation, une issue, une réponse à un mal-être ou à un besoin précis. C'est pour ça que tu dois passer plus de temps à étudier tes clients qu'à perfectionner ton offre. Parce que une mauvaise offre bien présentée peut vendre, mais une excellente offre mal présentée ne fera aucun bruit. Comprendre ton client, c'est lui tendre un miroir dans lequel il se reconnaît. C'est lui dire, sans le dire, je sais exactement ce que tu vis et j'ai quelque chose qui peut vraiment t'aider. C'est à ce moment précis qu'il commence à t'écouter, à te faire confiance, à envisager l'achat. Tu vends pas un produit, tu vends une résonance. Et cette résonance n'existe que si tu prends le temps de comprendre l'humain derrière le consommateur. L'un des pièges les plus courants chez ceux qui se lancent dans un projet, c'est de passer des semaines, parfois des mois, à peaufiner une idée dans leur coin avant même de savoir si quelqu'un en veut. Ils créent un produit, un service, une formation, une appli, en espérant que le marché va suivre. Mais le marché ne suit pas l'espoir. Il suit la demande réelle. Et c'est pour cette raison que la règle la plus stratégique en marketing est simple, vends avant de créer. Ce principe peut sembler contre-intuitif, voire risqué, surtout pour ceux qui ont été formatés à bien faire avant de montrer, mais c'est justement ce conditionnement qu'il faut briser. C'est pas en t'acharnant à bâtir quelque chose dans le vide que tu éviteras l'échec. C'est en testant rapidement l'intérêt du public. Vendre avant de créer, c'est pas une arnaque. C'est une preuve d'intelligence. Tu présentes ton idée, tu observes les réactions, tu récoltes les retours, tu engages un dialogue, et seulement si tu captes de l'intérêt, tu passes à la phase de construction. C'est exactement ce que font les entrepreneurs les plus efficaces. Ils lancent une version simple, un prototype, une précommande, parfois même juste une page de présentation. Leur but, valider que le problème qu'ils veulent résoudre est suffisamment douloureux et que leur solution est suffisamment désirable. S'il y a de l'attraction, ils avancent. Sinon, ils ajustent ou passent à autre chose sans avoir gaspillé leur temps, leur argent ou leur énergie. À l'inverse, ceux qui refusent de vendre avant de créer s'exposent à une frustration immense. Ils travaillent dans le vide, s'attachent émotionnellement à leur idée pour découvrir trop tard que personne ne voulait vraiment ce qu'ils ont passé des mois à fabriquer. Et à ce stade, l'échec est non seulement douloureux, il est coûteux. Alors change de stratégie. Avant de te lancer dans la production d'un produit, vends l'idée. Avant de louer une salle, vends l'événement. Avant de produire un programme, teste l'intérêt. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour vendre. Tu as besoin d'être clair, confiant et connecté à un besoin réel. C'est comme ça que tu évites les échecs inutiles et que tu construis sur du concret. Leçon 6, être un peu radin. Si tu veux sortir de la pauvreté, tu dois d'abord apprendre à garder ton argent. Pas à le gagner, à le conserver. Et ça, c'est une leçon que la plupart des gens n'apprennent jamais parce qu'ils confondent confort avec réussite et plaisir immédiat avec liberté durable. On t'a peut-être appris qu'il faut profiter de la vie, te faire plaisir, vivre tant qu'on est jeune, mais ces discours, aussi séduisants soient-ils, sont souvent des pièges déguisés.
Tant que tu n'as pas de base financière solide, chaque euro que tu dépenses pour le plaisir est un euro que tu ne peux pas investir dans ta liberté. Être un gros rat, c'est pas devenir avare, ni vivre dans la privation extrême. C'est avoir l'intelligence émotionnelle de différer la gratification. C'est comprendre que chaque dépense non essentielle que tu fais aujourd'hui retarde une opportunité que tu pourrais saisir demain. C'est pas le resto du samedi soir ou les nouvelles sneakers qui te ruinent, c'est la répétition inconsciente de ces achats cumulés à ton absence de stratégie. Parce que pendant que tu dépenses pour te faire plaisir à court terme, d'autres mettent de côté pour acheter leur indépendance. Ils investissent dans un ordinateur, dans une formation, dans un projet, dans un outil. Toi, tu achètes des choses qui perdent de la valeur. Eux, ils achètent des leviers qui en créent. C'est pas une question de budget, c'est une question de priorité. Tu dois apprendre à te dire non à tes envies, à la pression sociale, aux tentations du quotidien. Tu dois être capable de te regarder dans la glace et de dire « pas maintenant, j'ai plus important à faire ». L'épargne, c'est ton premier fonds de sécurité, c'est ton tremplin. C'est ce qui te permet de respirer quand une galère arrive ou de foncer quand une opportunité se présente. Si tu n'as pas au moins quelques centaines d'euros de côté, chaque petit imprévu devient une catastrophe. Et chaque bonne idée reste bloquée faute de moyens. Donc oui, sois un rat, cache ton fromage, accumule et investis plus tard dans ce qui va vraiment te faire changer de vie. C'est pas sexy, c'est pas instagrammable. Mais c'est exactement ce que font ceux qui construisent une vraie liberté. Il y a une vérité simple que la plupart des gens refusent d'accepter. Si tu veux bâtir quelque chose de grand, tu dois d'abord savoir vivre petit. Pas par fatalisme, mais par stratégie. Parce que tant que ton argent part dans des dépenses qui t'apportent rien, tu es en train de creuser un trou là où tu devrais poser des fondations. Couper les dépenses inutiles, c'est pas juste une affaire de budget, c'est une affaire de vision à long terme. Chaque euro que tu gaspilles dans du superflu est un euro que tu retires à ton futur. Ce sont pas les grosses dépenses exceptionnelles qui te freinent, ce sont les petites fuites invisibles, répétées chaque semaine, les cafés à emporter, les abonnements que tu n'utilises pas, les vêtements achetés pour impressionner, les sorties dont tu ne te souviens même plus. Individuellement, ce n'est rien, mais cumulé sur un an, c'est des centaines, voire des milliers d'euros. Et ces euros, tu pourrais les utiliser pour investir en toi, dans un projet, dans un outil, dans une formation, dans un business. La différence entre celui qui avance et celui qui stagne, elle se joue souvent à ce niveau-là. Pas dans le talent, pas dans les grandes idées, mais dans la discipline financière au quotidien. Tu dois faire un tri brutal. Te poser une question à chaque achat. Est-ce que ça me rapproche de ma vision ou est-ce que ça me distrait? Si la réponse est floue, c'est probablement une dépense que tu peux couper. Soit, sans pitié, avec le superflu. Arrête d'essayer de vivre comme si tu avais déjà réussi. Vis comme quelqu'un qui est en conquête, pas comme quelqu'un qui célèbre une victoire fictive. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ce que tu dois, c'est mettre chaque euro à ton service au lieu de le laisser te glisser entre les doigts. L'argent, c'est pas juste un outil, c'est une énergie. Et cette énergie doit circuler dans la bonne direction. Si tu apprends à couper les mauvaises routes, tu verras à quelle vitesse elle peut te propulser. L'un des plus grands mensonges que beaucoup se répètent, c'est « je n'ai pas besoin d'épargner maintenant, je verrai plus tard ». Mais la vie ne t'attend pas. Elle ne t'offre pas des opportunités sur commande, elles surgissent souvent sans prévenir, et à ce moment précis, soit tu es prêt, soit tu regardes passer le train avec regret. Avoir de l'argent de côté, c'est pas juste pour se protéger des galères. C'est surtout pour pouvoir sauter sur les bonnes occasions quand elles se présentent. Une formation qui peut faire décoller tes compétences. Un outil qui booste ta productivité. Un billet d'avion pour aller rencontrer quelqu'un qui peut t'ouvrir une porte. Une place dans un programme que tu suis depuis des mois du coin de l'œil. Une proposition de collaboration, un stock à acheter, un site à créer, une société à enregistrer. Toutes ces choses ne préviennent pas à l'avance. Et si tu n'as pas un matelas de sécurité stratégique, tu te retrouves impuissant. L'épargne n'est pas seulement une protection, c'est une puissance dormante. C'est la réserve d'énergie qui te permet de passer à l'action sans délai, sans négociation intérieure, sans stress inutile. C'est ce qui transforme tes idées en projets concrets. Sans argent de côté, tu deviens spectateur de ta propre vie. Tu rêves, tu imagines, tu planifies, mais tu ne fais rien. Et plus le temps passe, plus tu renforces l'idée que ce genre d'opportunité n'est pas pour toi. La vérité, c'est qu'elles sont partout, mais elles ne s'adressent qu'à ceux qui sont prêts à agir immédiatement. Si tu veux faire partie de ceux qui prennent de l'avance, commence dès aujourd'hui à construire cette réserve. Peu importe le montant. Même quelques dizaines d'euros régulièrement mis de côté, dans une optique claire, peuvent devenir ton levier. C'est pas le montant qui compte. C'est l'intention derrière, mettre de côté, c'est affirmer à toi-même, je me prépare. Je suis prêt à saisir ma chance. Et cette posture seule peut changer ton destin. Leçon 7. Être patient.
Dans un monde où tout est instantané, les likes, les livraisons, les réponses, la patience est devenue une denrée rare. Et pourtant, c'est l'un des fondements incontournables de toute réussite durable. La richesse ne pousse pas comme un champignon après la pluie. Elle se construit comme une cathédrale, pierre par pierre, jour après jour, parfois dans la solitude, souvent dans le doute. Le problème, c'est que l'impatience pousse à chercher des raccourcis. Et les raccourcis, dans 95% des cas, mènent à des impasses. C'est cette urgence de réussir vite qui pousse certains à tout mettre dans la crypto sans comprendre, à lancer 3 business en même temps sans stratégie, à acheter des formations miracles qu'ils appliqueront jamais, parce qu'ils veulent pas bâtir, ils veulent arriver. Et c'est cette mentalité qui les condamne à tourner en rond. La vérité, c'est que toute forme de réussite sérieuse demande du temps. Et pas juste du temps qui passe, du temps actif, du temps investi, du temps aligné. Il ne s'agit pas de patienter passivement en attendant que ça tombe du ciel, mais de persévérer intelligemment, de continuer à apprendre, à tester, à corriger, encore et encore, jusqu'à ce que ça décolle. Tu peux devenir libre financièrement. Tu peux créer ta propre source de revenus, vivre selon tes propres règles. Mais ça ne se fait pas en 3 mois, parfois même pas en 1 an. Il faut accepter de jouer sur 3, 4, 5 ans. Pas parce que c'est long, parce que c'est réel. Et une fois que tu acceptes ce rythme, tout devient plus stable. Tu ne paniques plus à la moindre difficulté, tu ne changes plus de direction tous les 2 mois, tu restes sur ton axe, tu construis, et à la fin, tu récoltes ce que les autres n'ont même pas eu la patience de semer. Il faut être assez intelligent pour aller vite, mais assez sage pour avancer lentement quand il le faut. Car c'est dans cette tension maîtrisée entre vitesse et patience que naît la richesse solide. Celle qui ne s'effondre pas, celle que personne ne pourra t'enlever. Lorsque tu veux aller plus vite que le temps, tu finis presque toujours par faire un détour qui te ramène plus loin que ton point de départ. C'est exactement ce qui se passe quand tu choisis les raccourcis dangereux. Ils te promettent une ascension rapide, une réussite fulgurante, un résultat immédiat, mais en réalité, ils t'éloignent de ce que tu veux vraiment. Et ils te font souvent payer un prix bien plus lourd que l'effort que tu voulais éviter. Dans le monde du business, du développement personnel, de la liberté financière, il y a une industrie entière construite sur cette impatience. Devenir riche en 30 jours, gagner 10 € par mois sans effort, le business qui tourne tout seul pendant que tu dors. Et tu sais pourquoi ça fonctionne? Parce que ça joue sur ta peur d'attendre. Mais au fond, tu le sais déjà, plus c'est rapide, plus c'est fragile. Ce qui est construit trop vite s'effondre à la première secousse. Ce qui est bâti dans la profondeur, la régularité et l'engagement résistent au temps, aux crises, aux doutes. Les raccourcis dangereux, ce sont aussi ces décisions prises dans la précipitation. Investir tout ton argent sur une impulsion, suivre une tendance parce que tout le monde en parle, copier un modèle que tu ne comprends pas. C'est agir sous pression au lieu d'agir avec clarté. Et le problème avec ces raccourcis, c'est qu'ils donnent souvent l'illusion du mouvement, alors qu'ils t'enferment dans un cycle d'essais ratés, de déception et de perte de confiance. La seule vraie manière d'aller plus vite, c'est d'arrêter de recommencer. Et pour ça, tu dois accepter d'avancer lentement, mais consciemment. Tu dois faire des choix solides, poser des fondations, comprendre ce que tu fais au lieu de simplement l'exécuter. C'est long, c'est parfois frustrant, mais c'est exactement ce qui te rendra libre. Refuse la vitesse toxique. Choisis la stratégie. Chaque minute que tu passes à apprendre, à consolider, à t'aligner, est 1 minute que tu gagnes sur les 10 que tu aurais perdu à tout reconstruire. Le temps est ton allié si tu arrêtes de le combattre. Dans un monde qui pousse à l'instantané, à la gratification immédiate, au tout de suite, penser en année est devenu presque révolutionnaire. Pourtant, si tu veux bâtir une vraie réussite, une réussite qui tient, qui dure, qui te libère vraiment, tu dois te projeter sur 3 à 5 ans minimum. C'est la durée idéale pour construire quelque chose de sérieux, de stable, de rentable, sans dépendre de la chance ou des tendances passagères. Ce laps de temps te permet d'apprendre, d'échouer, de t'adapter, d'itérer, de trouver ton style, ta voix, ton modèle. En 6 mois, tu peux poser des bases. En 12 mois, tu peux commencer à récolter des fruits. Mais c'est sur 3 à 5 ans que tu construis un écosystème qui tourne, une réputation qui pèse, une structure qui résiste. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que presque tout le monde accepte de sacrifier 5 ans pour des études sans garantie, mais très peu sont prêts à investir 5 ans dans un plan personnel pour devenir libre. Pourtant, c'est ce plan-là qui change tout. Celui que tu dessines avec lucidité, que tu ajustes avec patience, que tu nourris chaque jour par de petites actions stratégiques. Il ne s'agit pas de se brûler pendant 5 ans, mais d'avancer chaque jour un peu plus, avec cohérence, discipline et recul.
Ce qui fait la différence, c'est pas de courir plus vite, c'est de courir plus longtemps dans la bonne direction. Et cette direction, tu peux la tracer toi-même avec clarté. Si tu commences aujourd'hui à te dire, dans 3 ans, je veux en vivre, et que tu agis chaque jour pour ça, tu iras beaucoup plus loin que ceux qui changent de cap tous les mois. Construire sur 5 ans, c'est pas long, c'est visionnaire. Parce qu'une fois que c'est fait, tu es libre pour les 20, 30 ou 40 prochaines années. C'est un petit prix à payer pour une vie entière de liberté. Mais encore faut-il que tu sois assez patient, assez discipliné, assez stratège pour voir au-delà du court terme. Si tu le fais, tu verras. Le temps ne te ralentit pas, il te récompense. Leçon 8, être exigeant. Il y a une erreur silencieuse qui maintient des millions de personnes dans la médiocrité, croire que le minimum suffit. Se dire qu'avoir fait un peu est déjà pas mal. Qu'avoir avancé un peu, produit un peu, appris un peu, c'est déjà bien, sauf que ce déjà bien devient vite un plafond. Et quand tu t'habitues à te contenter du minimum, tu deviens un spécialiste du quasi-rien. Tu avances, mais sans puissance. Tu construis, mais sans fondation solide. Tu vis, mais loin de ton vrai potentiel. Si tu veux vraiment réussir, pas dans le fantasme, mais dans les faits, tu dois élever ton niveau d'exigence. Et ça commence par un regard honnête sur toi-même. Ce que tu appelles peut-être effort aujourd'hui, ce n'est souvent que le seuil de confort que tu ne dépasses jamais. Tu travailles quand tu es motivé. Tu arrêtes quand c'est dur. Tu avances à condition que tout soit aligné. Tu veux des résultats extraordinaires avec une discipline ordinaire. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu n'auras jamais plus que ce que tu tolères de toi-même. Et si tu tolères le minimum, tu récolteras le strict minimum. Le succès ne s'offre pas à ceux qui se satisfont de peu. Il s'offre à ceux qui savent qu'ils peuvent toujours faire mieux, même quand les autres les félicitent. C'est pas une course contre les autres. C'est une course contre la version médiocre de toi que tu as laissé vivre trop longtemps. Tu dois devenir ton propre standard. Ne plus attendre que quelqu'un te dise que tu peux t'améliorer. C'est à toi de l'exiger de toi-même chaque jour. Parce qu'au fond, tu sais très bien quand tu te sabotes. Tu sais très bien quand tu pourrais aller plus loin. Tu sais très bien quand tu choisis la facilité plutôt que la maîtrise. Alors arrête de te mentir. Tu peux plus, tu le sais, tu le sens. Et personne ne viendra te tirer vers le haut si tu ne décides pas toi-même de relever ton niveau. Pas une fois, tous les jours. Parce que l'excellence, c'est pas un moment d'inspiration. C'est une habitude, une posture, une exigence constante. Et c'est cette exigence, pas ton talent, pas ton passé, pas ton diplôme qui fera toute la différence. Le succès est un piège quand il devient une excuse pour s'arrêter. Beaucoup de gens rêvent de réussite, travaillent dur pour l'atteindre, et dès qu'ils commencent à récolter les premiers fruits, ils lèvent le pied. Ils se relâchent, ils se reposent, ils célèbrent, et sans même s'en rendre compte, ils commencent à redescendre. Parce qu'ils croient, à tort, que réussir quelque chose signifie avoir tout compris. Mais la réalité, c'est que le vrai test commence après la victoire. Ce que tu fais une fois que tu gagnes détermine si tu vas durer ou disparaître. Il suffit pas de marquer un but pour gagner un match. Il ne suffit pas de lancer un projet pour bâtir un empire. Le monde ne récompense pas ceux qui brillent une fois. Il récompense ceux qui savent se renouveler, progresser encore, affiner toujours. Si tu veux rester en haut, tu dois refuser de te satisfaire de ta dernière réussite. Tu dois la voir non pas comme un sommet, mais comme un nouveau point de départ. C'est ce que font tous ceux qui laissent une empreinte. Ils ne vivent pas dans leur gloire passée. Ils utilisent chaque succès comme une preuve qu'ils peuvent encore monter d'un cran. Et ça demande une lucidité extrême. Parce que ton entourage te dira que c'est déjà bien, que tu peux te reposer. Tes émotions chercheront à te convaincre que tu mérites une pause. Ton ego voudra croire que tu as atteint un niveau suffisant. Mais c'est justement là que tu dois activer ton exigence intérieure. Pas dans l'échec, mais dans la victoire. Être exigeant quand tout va mal, c'est facile. Être exigeant quand tout va bien, c'est là que ça devient rare et puissant. Tu dois cultiver cette mentalité de progression continue. Ce n'est pas de l'insatisfaction permanente. C'est du respect pour ton potentiel. Tu peux être fier de toi tout en gardant l'envie d'aller plus loin. Tu peux célébrer sans te reposer. Tu peux apprécier le chemin parcouru sans perdre de vue la prochaine étape. Parce que la vraie réussite ne se mesure pas à ce que tu obtiens, mais à ce que tu es capable de maintenir, d'élever, de transcender. Et ça, seul celui qui vise toujours mieux peut y parvenir. L'excellence ne se donne pas, elle se mérite. Et elle ne se mérite pas en une fois, mais tous les jours. Elle est le fruit d'une exigence permanente, d'un standard intérieur que tu refuses d'abaisser, même quand personne ne regarde, même quand tu pourrais te contenter de moins. Cette exigence, c'est ce qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui s'élèvent. C'est pas une question de talent, ni même d'intelligence.
C'est une question de discipline invisible, celle qui te pousse à revoir un travail que tout le monde trouve déjà bien, à t'entraîner encore quand tu pourrais arrêter, à te demander qu'est-ce que je peux améliorer, même après un compliment. L'excellence n'est pas un résultat, c'est une manière d'être, une manière de te tenir, de penser, d'agir. C'est refuser la facilité, rejeter la médiocrité, éviter les excuses. C'est imposer un niveau de rigueur que les autres trouvent excessif, mais que toi, tu sais nécessaire. Et c'est justement parce qu'elle est exigeante que l'excellence est rare. Elle demande de te battre contre toi-même, contre ta paresse, ton ego, ton envie de relâcher. Elle demande de te tenir bon quand tu n'as pas envie, de recommencer quand tu as échoué, de continuer quand tu as réussi. L'exigence permanente, c'est pas de l'orgueil, c'est du respect. Du respect pour ton potentiel, pour ton avenir, pour ceux que tu veux inspirer, pour l'œuvre que tu veux laisser. Et ce respect-là, personne ne te l'imposera. Il vient de toi. Tu peux choisir la facilité, mais elle t'abandonnera dès que la vie te mettra à l'épreuve. L'excellence, elle, te soutiendra toujours, parce qu'elle est ancrée, solide, durable. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être engagé, entièrement, intérieurement. Et si tu décides aujourd'hui de ne plus rien tolérer en dessous de ce que tu sais que tu peux être, alors tu entres dans une nouvelle dimension. Une dimension où chaque effort te rapproche de la meilleure version de toi-même. Une dimension où la réussite devient inévitable. Oui, le monde est injuste. Il l'a toujours été. Et il le sera probablement encore longtemps. Certains naissent avec des avantages que d'autres ne connaîtront jamais. Certains héritent de réseaux, de capital, de confort, pendant que d'autres doivent se battre pour chaque centime, chaque contact, chaque information. C'est brutal, révoltant parfois. Et tu as tout à fait le droit de le reconnaître, mais ce que tu ne peux pas te permettre, c'est de rester coincé dans cette réalité comme si elle était une fatalité. Car même si tu ne peux pas changer le système du jour au lendemain, tu peux apprendre à jouer avec ces règles, à les contourner, à les exploiter, à les transformer en tremplin. Il y a des gens qui sont partis de rien, moins bien équipés que toi aujourd'hui, et qui ont su s'extraire de la galère parce qu'ils ont trouvé les bonnes clés, pas les clés miracles. Les clés invisibles, celles qu'on t'enseigne pas à l'école, que ton entourage ne connaît pas, mais qui changent toute une fois que tu les possèdes. Des habitudes, des réflexes, des manières de penser et d'agir, qui brisent les chaînes de la pauvreté mentale, sociale, financière. Ces clés, tu viens de les découvrir, elles sont là, devant toi. 8 leçons, 8 vérités parfois dures, mais profondément libératrices si tu choisis de les appliquer. Le monde ne te fera pas de cadeau, mais il te laissera une place si tu es assez fort, assez stratégique, assez déterminé pour l'apprendre. Ce combat n'est pas contre les autres. C'est un combat contre tout ce qui, en toi, te pousse à rester là où tu es. Et c'est exactement pour ça que cette injustice peut devenir ta force. Parce que si tu n'as rien à perdre. Et si tu n'as rien à perdre, tu peux tout tenter. Alors ne baisse pas les bras. Ne laisse pas cette société décider pour toi de ce que tu mérites. Utilise l'injustice comme un moteur, comme un carburant, comme la preuve que tu dois devenir ton propre levier. Tu peux mieux faire. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ton passé, ton niveau d'études, ton quartier, ton accent, ton histoire, ton compte bancaire actuel, tu peux mieux faire, pas parce que tu n'as pas déjà fait des efforts, mais parce que tu n'as pas encore tout donné. Parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a encore un cran que tu n'as pas osé passer. Une rigueur que tu n'as pas totalement adoptée. Une vérité que tu n'as pas encore assumée. Et c'est pas une critique, c'est un appel. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout maîtriser, tu n'as même pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin de décider, ici et maintenant, que ce que tu as fait jusqu'à présent n'est pas le sommet, mais le début. Ce n'est pas un jugement sur ce que tu es, c'est une affirmation de ce que tu peux devenir. Tu n'es pas condamné par ton passé, ni enfermé dans ton présent. Le simple fait que tu sois en train de lire ces lignes prouve une chose. Tu cherches quelque chose de plus grand. Et cette quête, si tu la prends au sérieux, peut tout changer. Alors arrête de te cacher derrière les circonstances. Arrête d'attendre qu'on vienne te sauver. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a que des gens qui se lèvent un jour avec cette certitude. Je peux mieux faire et je vais le faire. Pas demain. Pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Avec ce que tu as, depuis là où tu es, parce que le point de départ n'a jamais déterminé la ligne d'arrivée. C'est l'intention, l'engagement et la constance qui font toute la différence. Et ça, tu l'as entre tes mains. Ce que tu viens de découvrir, ce ne sont pas de simples conseils à consommer et oublier. Ce sont des habitudes puissantes, éprouvées, concrètes, transformantes. Ce sont des leviers que tu peux commencer à activer dès aujourd'hui, sans argent, sans permission, sans diplôme, sans bonne étoile. 8 habitudes, 8 changements de posture, 8 armes mentales pour sortir de la répétition, de la frustration, de la stagnation. Et si tu crois qu'il faut tout appliquer d'un coup, détrompe-toi. Le vrai changement, c'est pas de tout révolutionner en un jour.
c'est de commencer à remplacer un réflexe toxique par un réflexe stratégique. Arrêtez de chercher la facilité. Cessez de fuir la discipline, te concentrer sur une seule chose essentielle, t'entourer autrement, te former chaque jour, investir au lieu de gaspiller, être exigeant même quand personne ne regarde. Tu n'as pas besoin d'inventer la roue, tu as juste besoin d'adopter ces habitudes et de les laisser te remodeler de l'intérieur. Ces 8 principes, ce sont des repères, des fondations. Et si tu les mets sincèrement en pratique, si tu les fais passer de la théorie à l'action, alors ta réalité va changer. Peut-être pas en une semaine, mais de manière irréversible. Et plus tu les intègres, plus tu t'éloignes de la pauvreté, pas seulement financière, mais aussi mentale, émotionnelle, sociale. La pauvreté, c'est un état d'esprit avant d'être une situation. Et ces 8 habitudes sont la preuve que tu peux en sortir, par choix, par stratégie, par travail. Tu as toutes les clés, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, les utiliser. Tu peux relire ces lignes 10 fois, prendre des notes, ressentir une montée de motivation, mais tant que tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. L'information sans mise en pratique, c'est du divertissement. Et aujourd'hui, c'est pas de plus de contenu dont tu as besoin, mais de décision. Une décision claire, simple, irréversible, agir maintenant. Pas dans une heure, pas demain, pas après la prochaine vidéo. Maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas tomber dans le même piège que 95% des gens. L'attente, la procrastination déguisée, le fantasme du meilleur moment, mais il n'y aura jamais de moment parfait. Il n'y aura que toi et ton choix. Et ce choix, tu peux le poser ici, aujourd'hui, sans attendre. Commence petit. Une habitude, un pas, un changement. Applique une idée, modifie un comportement, supprime une distraction, lance une action, aussi simple soit-elle. Parce que le mouvement appelle le mouvement. Et chaque acte posé dans la bonne direction t'éloigne de la vie que tu ne veux plus et te rapproche de celle que tu mérites. C'est pas une promesse magique. C'est une loi du réel. L'action casse les doutes. L'action crée de la clarté. L'action transforme les intentions en résultats. Alors arrête de réfléchir à ce que tu pourrais faire. Fais-le. C'est peut-être pas parfait. Ce sera peut-être pas rapide, mais ce sera réel. Et dans un monde rempli d'illusions, c'est la seule chose qui compte vraiment. Passe à l'action. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu ressens ou t'a poussé à voir les choses autrement, alors fais un petit geste concret. Like cette vidéo, commente en dessous la leçon qui t'a le plus marqué, celle qui t'a bousculé ou ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite, et surtout, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être que cette vidéo aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il lui fallait entendre. Et comme j'ai pour habitude de le dire, et je le pense sincèrement si je te demande de t'abonner, c'est pas juste pour les vues ou pour l'algorithme. Bien sûr, ça aide, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce que je veux, c'est créer une armée silencieuse de gens qui se réveillent, qui refusent de vivre une vie par défaut, qui veulent mieux, qui veulent plus, et qui sont prêts à se battre pour ça. Si tu fais partie de ces gens-là, alors tu es au bon endroit. On se retrouve très bientôt. Force à toi.